Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques avec vidéo à l'appui sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, c'est un épisode spécial avec Alexandre Molavé, préparateur physique spécialisé pour les adolescents. Après 2 années à côtoyer les meilleurs joueurs en NBA, il s'occupe désormais de la préparation physique des jeunes espoirs en Suisse à Motion Lab. Je l'ai donc interrogé sur les qualités physiques à développer en priorité, si l'ordre avait une importance et sur comment les développer. L'épisode est parfois un peu complexe si l'on n'est pas du milieu, donc n'hésitez pas à demander des précisions en m'écrivant via le site www.secretdukayak.org si nécessaire. Je vous laisse maintenant découvrir Alexandre et ses secrets. Salut Alex, comment ça va aujourd'hui ? Salut, ça va et toi Rudy ? Moi ça va toujours. Aujourd'hui donc c'est un épisode un peu spécial pour les secrets du kayak. Et donc j'imagine que beaucoup ne te connaissent pas. Comment tu te présenterais ? Donc moi c'est Alexandre Molavé. Pour commencer, je suis français, 25 ans, on va dire jeune diplômé il y a 2 ans d'un master STAPS à l'université de Grenoble en préparation physique, et j'ai fait je suis plutôt spécialisé dans les stages que j'ai faits m'ont donné plutôt une spécialité de biomécanique, un peu vers l'étude du mouvement à travers les vidéos, les plateformes de force, etc. Et j'en ai fait un peu ma spécialité, mon domaine, depuis que j'ai commencé à travailler à Motion Lab et puis avant à P3 aux États-Unis. Donc ça, c'est un peu comme ça que je m'écrirais. C'est d'abord des belles expériences puis qui m'ont emmené un peu par hasard à Motion Lab. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce type d'études ? Parce que tu m'as l'air passionné de sport, on a discuté un petit peu avant, et t'as l'air d'être à fond. Alors à fond, il y a pas. J'ai pas fait de sport à haut niveau. J'ai fait multisport. J'ai tout essayé. J'ai fait de la breakdance. D'abord commencé, j'ai fait du hip-hop. J'ai fait de la natation, volley, puis j'en passe, golf, tennis de table. J'ai tout essayé, ou beaucoup en tout cas. Et juste passionné par toucher de nouvelles choses, de nouvelles sensations, peut-être me challenger aussi, parce que c'est vrai qu'en passant par des sports individuels et collectifs, c'est différent des états d'esprit. Et j'adorais ça. Et jusqu'à mes 15-16 ans, où l'école, ça me passionnait pas du tout. J'étais pas forcément très bon. Mais j'adorais ce milieu-là. Et je voyais en fait mes 2-3 potes à moi qui étaient monstrueux dans leur sport. Mais monstrueux. Puis je voyais en fait qu'ils étaient... quand ils me disaient je fais partie des 5 meilleurs de France, j'étais là, 5 c'est déjà pas mal. Et je te respecte, c'est stylé, t'es capable de faire des trucs que personne d'autre peut faire ou très peu de gens peuvent faire. Et ça m'a fait vraiment kiffer. Et je suis allé à la fac après à STAPS pour travailler là-dedans justement. Puis pris de passion, j'ai envie de dire que j'étais dans les bons étudiants quoi. Après, puis quand t'es pris par la passion derrière, tu te démerdes peut-être un peu plus pour chercher des stages atypiques parce que t'as pas forcément de travailler dans te démarquer un petit peu, peut-être voir un peu gros. Et j'ai osé et pris des risques et puis ça m'a. Qu'est-ce que t'as fait comme stage exactement ? Alors à partir donc après ma licence STAPS, je savais que je voulais faire un master, mais le problème c'est que j'avais aucun niveau en anglais, mais une bille.
Et j'ai décidé de partir pendant 1 an en année sabbatique. Et j'ai fait n'importe quoi d'ailleurs. Je suis parti une année sabbatique aux États-Unis, à Santa Barbara. Et je savais en fait là-bas parce que j'adore le basket. Je suis passionné par le basket, spécialement la NBA. Je suis parti un peu, j'ai mis tout l'argent que j'avais dedans, pris une école pendant 6 mois pour apprendre l'anglais, et je suis parti dans une ville qui s'appelle Santa Barbara pour en fait, je savais que cette boîte que je suivais où il y avait tous les plus grands joueurs était là-bas. Et moi je me suis dit je vais me pointer, je vais leur dire j'aimerais bien observer, avoir un stage, etc. Et en bon français je vais avoir le truc. Que dalle. Je me suis fait refouler bien correctement pendant un petit moment, 2-3 semaines. Et puis au final, un peu par pitié, je pense qu'ils m'ont laissé rentrer. J'avais juste le droit de regarder, même pas sortir un téléphone, un carnet, rien du tout. C'est assez privé. J'ai fait mon petit bout de chemin là-bas pendant 1 mois. Puis quand je suis retourné en France, je leur ai demandé ils m'ont envoyé un mail pour me dire que si j'avais besoin d'aide pour trouver un stage justement, que je pouvais leur demander parce que ils avaient vu la passion, puis qu'ils étaient d'accord pour me prendre en stage. Donc j'étais pas pris à STAPS en master, ils avaient refusé parce que mon dossier en fait était pas bon, parce que j'avais fait une année sabbatique et pas une année de césure. Donc j'étais pas inscrit sur les listes. Donc pas de STAPS, tout le monde me refusait. Et j'ai joué un peu la carte du OK, j'ai un stage, regardez, ils veulent me prendre, gros stage dans la NBA, etc. Prenez-moi. Et finalement STAPS à Grenoble a bien voulu me prendre. Donc c'est ce que j'ai fait, puis je suis parti faire mes stages là-bas la première année. Et puis ils m'ont repris en Master 2 pour m'envoyer à Atlanta dans le nouveau centre qu'ils avaient ouvert à côté dans la même structure que les Atlanta Hawks en NBA. Du coup, j'ai fait mon deuxième stage là-bas. Là, c'était comment? C'était les US quoi. Ça veut dire que la mentalité est complètement différente. Je dis pas qu'ils font tout mieux, mais par contre les moyens sont pas du tout les mêmes et ils ont assez. C'est dans les mœurs déjà que l'entraînement à 12 ans c'est ok, en muscu je veux dire en préparation physique c'est ok, et qu'il va pas te rendre tout petit, que pour faire la différence faut s'entraîner mais faut aussi avoir un peu de repos. Par contre s'il y a d'autres réalités qu'ici, c'est que c'est un peu ils se marchent tous dessus quoi. C'est un peu le nerf de la guerre, hein. Ils sont tellement nombreux. Par contre, c'était incroyable. J'ai vécu mon rêve. J'ai rencontré tous les plus grosses stars de NBA que je suis d'habitude. Comme t'étais stagiaire, t'as pu les approcher un peu et les aider un peu dans leur préparation ou pas? Alors les 2 premiers mois, bien sûr, mais j'ai vite pris le truc. Puis c'est une toute petite boîte, hein, vraiment. Il y a 8-9 employés avec un parquet de 10-15 joueurs, qui viennent. Et puis au tout début, je devais faire que le testing, donc bien sûr, tu discutes avec eux parce que tu leur mets des capteurs sur le corps, etc. Donc, tu vois des Rudy Gobert, tu vois pour parler des Français, mais il y a même pas que la NBA. Il y a tellement de joueurs de Liverpool, par exemple. Enfin, c'est des gens qui m'ont marqué parce tu les vois comme ça, tu penses que tu vas pas les approcher, puis ils sont super gentils, ils sont comme toi. Et au final, j'ai eu l'occasion de les coacher, de les tester, d'analyser les mouvements et de voir aussi certaines progressions. Et là, je pense que j'ai pris le plus de plaisir. C'est pas forcément de travailler avec les pros, mais de travailler avec les jeunes qui veulent devenir pro, les 15-16 ans qui crèvent la dalle et qui veulent vraiment parce qu'ils s'entraînent à côté du joueur de NBA, ils veulent vraiment montrer qu'ils sont là. Et ça fait plaisir, tu vois. Puis tu vois, c'est autre chose, avec que du bonheur. Et donc t'as fait 2 ans de stage là-bas? J'ai fait 1 an et demi au total. Alors 1 an et demi. Et puis, tu pouvais pas te faire embaucher par la suite là-bas? Si il y a un petit coup d'amertume encore, mais c'est le Covid a tapé. Donc moi j'ai pas vécu le Covid en France, j'étais aux États-Unis, donc on n'avait pas vu que c'était une pro, on avait des autorisations pour que les joueurs continuent de venir s'entraîner quand même malgré le Covid. Donc on continue à bosser. J'étais pas en confinement, mais par contre le problème c'est que quand j'ai fait ma demande d'extension de visa, ça a été refusé. Du coup en fait au moment où je devais signer mon contrat, et pourquoi pas aller plus loin, le Covid a massacré le truc et j'ai dû rentrer en 2 semaines. Puis voilà, c'était bien. Là, ça paraît tout rose et tout ça, carrière de malade qui commence. Pas du tout. Derrière, j'ai fait 6 mois de chômage. Je connaissais rien en France. Tous mes potes, ils étaient employés, mais j'avais personne, moi. Je coachais personne, ni en ligne, ni nulle part. J'arrive à Évian, parce que moi, j'habite à côté du lac, de l'autre côté du lac. Petite ville. Je veux dire, pour te vendre, il n'y a pas, c'est le pire. Le pire. Donc après, quand j'ai eu l'opportunité de travailler ici. Comment ça s'est passé, justement, pour rentrer à Motion Lab? Et d'abord, qu'est-ce que c'est Motion Lab, pour toi? Si tu veux le décrire.
alors déjà au tout début, avant de rentrer en France, je connaissais pas Motion Lab parce que peut-être parce que j'avais pas les yeux ouverts, mais parce que si c'était tout neuf. Par contre, dès que j'ai traîné un peu sur LinkedIn, etc. J'ai vu qu'il y avait un centre comme ça qui était ouvert juste en face de chez moi. Et puis une fois, il y a donc des CV ont été déposés, etc. Et je sais plus pourquoi, à un moment j'ai reçu un mail en fait. J'ai reçu un mail ou un appel, je sais plus, pour me dire est-ce que j'étais intéressé de venir. Puis en fait, j'ai passé un entretien d'embauche, quoi. Mais je sais plus exactement comment ça s'est passé pour être honnête. Mais c'était février, puis j'ai commencé en mars, quoi. Et pour moi, à la base, donc déjà quand je suis arrivé, ça ressemblait pas du tout à ce que tu as vu en bas. Hein. Il y avait, mais pas autant. Il y avait pas toutes les racks, toutes les choses. Il y avait pas grand chose. Et ça semblait hyper prometteur. Dans le sens où t'as un espace monumental, c'est fou ce qu'on a réussi, ce qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est génial. On est qu'au début, donc gros centre pour moi c'est un centre de performance, de réa, mais aussi pour en fait il y a quand même pas mal de populations générales qui viennent juste en kiné en fait. Mais c'est un mix de tout. On utilise les techniques pour les athlètes avec les populations générales. Tout le monde fait la même chose. Ça veut dire que tu vas avoir un athlète sur l'haltère-G ou tu vas avoir un athlète qui a un syndrome une pathologie au niveau du genou, peu importe, il fera la même chose que le sportif, que l'athlète que moi je vais avoir après en session, quoi. Donc ça c'est trop bien, c'est cette open space qu'on a avec tu discutes autant avec les médecins qu'avec un kiné et tout se fait hyper rapidement. C'est ça, c'est un centre de performance. Enfin pour moi, je le vois comme un centre de performance. Je pense que tu parles au kiné, je pense qu'ils le verront moins comme ça parce qu'ils ont plus de population générale que moi. Moi, c'est clairement ça, quoi. C'est des gars qui viennent pour devenir meilleurs dans leur sport. Donc toi, aujourd'hui, tu coaches des athlètes qui veulent devenir meilleurs dans leur sport ? Ouais, clairement. C'est les 3/4, ils ont entre 13 et 18 ans. Et ils crèvent la dalle, quoi. Comment ça se passe entre 13 et 18 ans ? C'est les parents qui décident de te les amener ? Comment ça marche ? Parce que j'imagine qu'à 13 ans... Mais moi aussi, je pensais. Et en fait, j'ose espérer des fois que c'est pas les parents qui les emmènent juste, parce que ça voudrait dire que c'est vraiment les parents qui veulent tout faire. Et en fait, quand je discute avec les parents, comment vous avez trouvé Motion Lab, donc c'est soit par des partenariats que nous on a, par exemple la glace synthétique, elle est occupée par Doug et par BKP, c'est pour les gardiens que je t'ai dit sur glace. Il y a l'agence de joueurs The Six en haut, et en fait, soit ils passent par eux parce qu'ils font un promo de ça, ou alors ils ont vu sur les réseaux. Puis c'est beaucoup en fait les jeunes qui demandent. Parce qu'en fait, tous les jeunes, tu les écoutes, ils font jamais assez. Et moi, j'ai 3/4 des jeunes, même pas 3/4, c'est 100%. Ils pensent qu'ils ne font jamais assez. Ils s'entraînent tous les jours, ils ne font jamais assez. J'ai un gamin, là, il a 13 ans, 1m93, il joue au foot, il est bon, il veut devenir bon, il part en Pologne, là, et enfin, il m'a dit, après tes sessions, Alex, je fais toujours 100 pompes, 100 squats et 100 abdos. Et le problème, il m'a dit, et j'ai l'impression que mes performances diminuent, que je suis mauvais. Ça fait 2 mois que je suis mauvais, j'arrive pas à remonter. Il m'a dit, pourquoi ça se fait comme ça? Est-ce que tu penses que je fais trop? Et il fait ça à chaque fin de session, tous les jours. Et il s'entraîne tout le temps. Ça veut dire, on a mis en place pour moi, j'ai mis en place ce que je pense prendre en compte le nombre d'entraînements qu'il a, la charge d'entraînement, etc., au mieux que je peux, parce que je le vois 1 ou 2 fois par semaine. Et ben, en dehors de ça, il refait la même session qu'il a fait avec moi, parce que maintenant, il les a intériorisés, ou alors il y va un peu à la freestyle, et puis il s'en remet 1, 2 dans la semaine, quoi. Le matin à 5h30 ou 6h avant d'aller en cours. C'est des gars ils veulent toujours plus. Là, j'ai pris lui comme exemple, mais ça, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, moi, ça me passionne, mais en même temps, Ça contraste beaucoup, je trouve, avec la société de maintenant, du tout confort, où on en fait le moins possible, où on dit qu'il faut marcher 30 minutes par jour, ou même 30, c'est déjà compliqué. Là, c'est vraiment l'inverse que tu vois. Bah, déjà que de base, moi, je trouve que, le sport de performance, c'est pas du tout, on peut revoir ça, d'accord, mais le sport pro, je pense pas que ce soit bon pour la santé. Je sais pas. Oui. Je pense que tout le monde peut le dire, mais c'est pas ceux qui ont le moins de problèmes. T'es blessé, tu passes par des hauts et des bas monstrueux. On parle, c'est pas mental ou même pas forcément physique. Donc oui, c'est sûr que c'est loin des 15 minutes de marche par jour. Fais tes 10 000 pas. J'avais dit 30, mais 15, c'est peut-être 15 en Suisse. Alors je sais pas, 30. Bah, ça dépend si tu marches vite, tu mets 10 000 pas en 15 minutes. Non, je dis ça comme ça, mais ouais, non, on est loin de ça.
puis on est loin, mais et les parents, en tout cas en Suisse, répondent vachement bien en fait à la demande de leurs enfants, parce que c'est vraiment eux qui demandent pour le coup. Mais ça c'est bien ça. Du temps. Et ouais, c'est bien. Après, c'est à moi, mon plus gros job, c'est justement d'éduquer à la fois les parents et les enfants le mieux possible. Que vouloir être meilleur, c'est cool. Enfin, c'est bien. Moi, j'adore. Tu me fais confiance. Tu veux me faire confiance pour ta prep et pour devenir meilleur. Super. Je suis trop content. Mais ouais, apprends à récupérer aussi. Tu vois, c'est important de pas trop faire, parce que sinon, bah, tu deviens comme joueur. C'est quoi récupérer pour toi? Pour moi, récupérer, ça passe pour tout, parce que là, on a là, on parle des jeunes, mais ça pourrait être pareil chez les adultes. Mais déjà, dormir assez. Pour moi, c'est un des plus importants. Ça veut dire que quand je demande aux parents, il dort combien de temps votre fils? Ah, bah, vu qu'il s'entraîne tous les soirs, puis vu qu'on s'entraîne super loin, 23 heures, on rentre, il mange, il se lève à 6 heures pour aller en cours le matin. Tu fais vite le calcul, tu te rends compte qu'il y a un problème. Un gamin qui a 14 ans, qui dort 6 heures toute la semaine, il a match le week-end une fois, 2 fois, c'est pas normal. Donc 8-9 heures de sommeil, c'est le top. Il y en a beaucoup qui investissent dans des montres pour justement voir un peu la qualité de leur sommeil. Voilà, juste déjà dors 8-9 heures, apprends à pas être sur les écrans 1 heure avant d'aller te coucher, etc. Surtout que t'es jeune. Enfin, je pense que les parents pourraient faire quelque chose là-dessus, sans donner des ordres à qui que ce soit. Hein. Je suis pas du tout à ce niveau-là, mais je pense que c'est largement possible de dire à un jeune, en tout cas, écoute, tu me donnes ton portable, ou non, on éteint tout, je te mets devant peu importe ce que tu lis, ou je sais pas, écoute même, pourquoi pas, écoute quelque chose, mais juste, sois dans le noir, tu vois. Donc il y a ça, il y en a beaucoup qui mangent pas assez. Je pense qu'il y a une part de la récupération, une grosse part de la récupération passe par la nutrition. Et quand tu fais le tour, il y en a beaucoup qui ne mangent pas assez. Tu les entends, ils ont pas faim. Ils ont jamais faim, mais parce qu'ils sont jamais non plus habitués à manger. C'est une habitude de manger beaucoup. Enfin, tu dois le savoir. Ouais, bien sûr. De manger beaucoup, bon, pas à l'extrême comme un bodybuilder et tout ça. Hein. Enfin, c'est manger suffisamment. T'es jeune, tu t'entraînes tous les jours, tu te dépenses énormément. T'es à l'école, etc. Faut manger. Justement, parlant d'alimentation, est-ce qu'ils mangent sainement? Alors, beaucoup vont manger sainement. En tout cas, ceux que j'ai ici. Mangent sainement. Est-ce que ça vient parce qu'ils viennent d'une bonne éducation, ou alors ils ont les moyens parce que je sais pas, peut-être que c'est en Suisse, ou peut-être même sans parler de ça, je pense qu'ils ont tous conscience qu'il faut manger correctement. Donc je sais qu'ils mangent correctement. Est-ce qu'ils mangent assez? C'est la question. Beaucoup de parents se prennent la tête avec ça. Ils disent mon enfant il mange pas assez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que toi t'interviens aussi sur ce côté-là, ou tu l'envoies vers les nutritionnistes? Alors voilà, ouais, j'ai des connaissances en nutrition, mais qui sont pas, c'est les bases pour t'aider un petit peu, pour éviter aussi d'entendre n'importe quoi. Mais vu qu'on a la capacité de travailler ici avec une nutritionniste, je préfère largement déléguer, même si c'est le licence, je préfère déléguer et qu'il soit mieux orienté plutôt que moi qui m'occupe de ce qui me regarde pas, mais ce que je maîtrise beaucoup moins. Et voilà. Donc non, je vais donner quelques conseils. Comme au niveau des quantités, si tu veux des encas ou des trucs dans le genre, ou pas venir. Il y en a certains qui viennent à jeun parce que au début on m'a fait le coup de venir à jeun à chaque fois parce que soi-disant que il y avait un coach qui leur avait dit si tu manges à jeun tu vas perdre du poids quoi. Bon déjà t'as 14 ans, je sais pas, oui t'es peut-être un peu en surpoids mais bon ça a le temps de changer un petit peu et puis t'es pas pro dans 2 ans donc t'as le temps de je sais pas. Je change complètement de sujet, mais comment tu fais justement avec ces jeunes qui veulent peut-être devenir pro très très rapidement alors qu'il faut avoir peut-être plus une vision à long terme? Bon ça c'est pas de leur faute hein. Ça c'est pas de leur faute, c'est parce que ils sont bons, ils sont super chauds à 15-16 ans et ils sont sûrement plus grands, plus forts parce qu'ils génétiquement ils grandissent plus vite, etc. Et du coup ils ont un gap énorme par rapport à tous ceux qui sont derrière. Et alors techniquement ils sont peut-être meilleurs que tout le monde et du coup on leur donne de la place dans des équipes qui sont plus élevées. Ils vont jouer avec les gars qui ont 17-18 ans ou alors les gars qui ont 14 ils vont jouer avec les U15, U16, etc. Et du coup c'est pas de leur faute et encore une fois c'est la faute de personne. C'est juste que t'as envie de mettre le meilleur dans ton équipe et des fois je comprends mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu peux jouer avec des élites ou au-dessus de ton niveau, c'est très bien. Mais maintenant, c'est pas la bonne réponse, elle est pas dans le gamin, il doit jouer tous les matchs avec son équipe, avec son niveau d'âge et avec l'élite et tout le match. Soit tu le fais jouer un grand nombre de minutes à son niveau, soit avec les élites,
soit tu trouves une part des choses et il fait, je sais pas, moitié-moitié, mais faut, je veux dire, la demande du match, c'est quand même la demande la plus dure et intense de sa semaine. Et est-ce que ça t'arrive justement de dire à tes athlètes, là, préserve-toi, joue peut-être pas ce match-là. Est-ce qu'ils t'écoutent? Est-ce que t'as la main dessus? Je me permettrais même pas. Je me permettrais même pas parce que je veux dire, déjà, j'ai pas envie de rentrer en guerre avec aucun coach. Justement, j'essaie plutôt de leur faire comprendre que je suis de leur côté et on peut améliorer les choses. J'aurais plutôt tendance à questionner les parents sur savoir est-ce que votre fils, ça va, il est toujours en forme, est-ce qu'il a des douleurs, est-ce que vous l'avez vu se plaindre, est-ce qu'il a des baisses de notes à l'école, etc. Et suivant ce qu'ils me disent, leur retour là-dessus, je vais leur dire, écoutez, questionnez le coach en lui disant que vous voulez toujours des minutes avec les élites, mais que peut-être ce serait bien de faire qu'ils se mettent d'accord avec peut-être le coach de l'autre équipe pour jouer moitié-moitié ou beaucoup ou alors pas cette semaine puis on joue la même. En fait, j'ai pas la bonne réponse, mais je pense que avant de donner mon avis à l'athlète sur ce qu'il doit faire, il doit d'abord se tourner vers son coach parce qu'il le voit 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine et que moi je les vois 1, 2, 3 fois en hors saison, mais c'est tout. Donc je suis pas le coach et je sais ma place là-dessus. Ça, y a pas de problème là-dessus. D'autres seront peut-être pas d'accord avec moi. Peut-être que je devrais dire les choses, etc. Moi, c'est comme ça que je le fais. Je reviens sur la récup. Tu parlais du sommeil, de la nutrition. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu conseillerais? On voit, il y a pas mal de choses maintenant. Je donne des conneries, mais les pistolets de massage, les décompressions, je sais pas, les rouleaux d'automassage, les étirements, tout ça. Et toi, de ton expérience, t'as côtoyé un peu le haut niveau. Est-ce que y a des trucs en plus, des petits trucs en plus que tu pourrais conseiller? Non, ça c'est déjà bien. Ils font tous une petite demi-heure avant chaque entraînement de pistolet de massage, de rouleau, etc. Puis après on commence direct par des sauts. Non, c'est complètement ironique ce que je dis. Je suis pas contre ces choses-là. Je dis juste que c'est des gadgets qui, si ça te fait du bien, tant mieux. Je veux dire, c'est psychologiquement, si tu sens que ça te fait du bien, tant mieux. Je connais des athlètes qui ont jamais rien utilisé de tout ça, qui sont pas blessés pour autant, qui surperforment par rapport à ceux qui l'utilisent, qui ont assez de mobilité, mais qui ont du coup font pas faire de stretching à tout bout de champ, comme je peux entendre, et que oui, c'est chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, dans mes plans d'entraînement, dans mes entraînements, je le mets pas, quoi. Il y aura personne qui va faire ce sera pas moi qui vais recommander un rouleau à quelqu'un, quoi que ce soit. Par contre, s'il vient 5 minutes avant, il veut faire son rouleau et tout ça, s'il se sent mieux, si tu te sens mieux, moi, je suis content. Franchement, je vais te dire, tu te sens mieux, je suis cool. Si ça te permet de faire un entraînement de malade. Non, on dit souvent que la récupération, ça commence par un bon échauffement. Exactement. C'est quoi un bon échauffement alors? Pour toi? Par les étapes, etc. Donc, vers la mobilisation, l'échauffement, l'augmentation de la température corporelle, etc. Je vais toujours prendre, ici, on va dire, nos séances durent 1h30 max. On prend à chaque fois, donc les gens réservent pour 1h30. Pourquoi 1h30? C'est parce que justement, je veux pas griller des étapes dans l'échauffement, etc. J'aime bien, ça va dépendre beaucoup du sport et beaucoup de l'athlète aussi, suivant ce qu'ils vont avoir besoin. Mais j'ai certains athlètes, par exemple, j'ai des hockeyeurs, eux, c'est beaucoup aux hanches, les problèmes. Et je sais qu'on leur demande beaucoup de s'étirer, mais au final, ils vont pas faire énormément de mobilité à proprement parler, moi j'utilise beaucoup FRC, je sais pas si tu vois ce que c'est. Bien sûr, est-ce que tu peux définir la mobilité pour ceux qui savent pas ce que c'est comparativement au stretching? Ma vision des choses, c'est que je m'entraîne pas, je m'étire jamais. Pourtant, je pense que je suis relativement mobile. Ça veut dire que je vais pouvoir pas mettre mon pied dans la tête, mais tous les exercices mobilité, que ce soit au niveau des rotations de hanches, etc., que ce soit en termes de mobilité passive ou active, je vais en avoir assez. Je vais pouvoir lever ma jambe au ciel tendue. Je vais pouvoir aller toucher le sol. Si tu veux me demander de toucher le sol, j'aurai assez d'extension thoracique, etc. Pour moi, il y a une différence entre la mobilité et donc qui est l'utilisation de tes capacités. Comment je peux définir ça? Parce que je l'ai en tête. Tu veux que je t'aide? En gros. La mobilité, on peut dire que c'est l'utilisation de sa souplesse de manière active. Voilà, exactement. Tu maîtrises, tu utilises ce que tu sais maîtriser. Par contre, pour moi, un étirement, j'en vois beaucoup qui s'étirent pendant des heures. Ils s'étirent, c'est pas pour autant que, je veux dire, ils vont faire des grands écarts. Ils vont pas aller dans des positions à ce point-là. Et il y en a certains qui y arrivent, c'est super bien. Je dis juste que
c'est important d'avoir mobilité. Est-ce que c'est important d'avoir trop d'amplitude articulaire ou quoi que ce soit et de surétirer à chaque fois? Est-ce qu'on peut dire que la mobilité, en fait, c'est un développement de la force? Ouais, bah clairement, de toute façon c'est lié. Hein. C'est lié. Il y a beaucoup de gens qui, tu vois, je travaille beaucoup, du coup sur les hanches et en utilisant FRC, je fais un exercice que j'aime bien surtout pour ça. C'est t'es debout, tu viens prendre ton genou, tu le lèves, tu le tiens pendant un petit moment, enfin 3 secondes à 6 secondes proche de ton torse. Et tu relâches tes mains et tu dois tenir ta jambe le plus haut possible. Et je veux dire, là, tu vas voir des gens qui, soit ils ont assez de force puis ils vont tenir leurs genoux en l'air, soit ils ont pas de force puis ça descend jusqu'en bas. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont pas réussi avec leurs jambes à pas aller jusqu'en haut avec leurs genoux. Donc là, encore une fois, en termes de mobilité, ils ont moins de mobilité que celui qui a réussi à maintenir jusqu'en haut, mais parce qu'ils ont pas assez de force aussi pour le tenir. Donc, dans la posture ou quoi que ce soit. Mais ouais, je pense clairement que c'est un lien avec la force. C'est sûr et certain. Moi, ça me semble être aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on parle plus de mobilité que de souplesse passive, un gage quand même de prévention dans les blessures, d'avoir cette mobilité, cette capacité à utiliser l'amplitude avec un certain contrôle. Un minimum, parce que quand moi je teste, on fait des tests passifs de rotation de hanche, de mobilité de cheville, on fait les épaules aussi. Et clairement, pour moi, déjà, si t'es complètement bloqué passivement, si j'arrive pas à te lever la jambe, par exemple, tendue, je veux dire, tu iras pas par toi-même. Activement, tu vas pas y aller. Si je peux pas y aller passivement, tu vas pas y aller activement. Donc oui, je pense qu'il y a, un terme de prévention de blessure là-dessus. Si on peut parler de prévention de blessure comme ça. Mais ça, c'est sûr. De toute façon, tu dois en avoir. Tu dois être assez souple. Entre guillemets, tu dois être assez souple. Pour moi, tu dois être assez mobile. Pour pouvoir développer ta force, parce que si t'as pas la souplesse, tu peux pas développer ta force. Exactement. Puis il y a aussi le fait, j'avais bien aimé une vidéo de Kevin Ferreira qui est suisse, je sais pas si tu vois. Ouais, bien sûr, mais je connais bien Kevin. Kevin, on lui passe le bonjour s'il nous écoute. Passe le bonjour, exactement. Qui lui, une fois, il avait fait une vidéo, je trouvais ça extraordinaire. Il prenait des vidéos il y avait un gars en baseball qui avait fait un grand écart pour passer en dessous des jambes d'un gars et marquer et passer la surbase. Et puis lui, il avait montré derrière qu'il arrivait à faire un grand écart, puis il avait fait, je vois, un truc de ouf. Lui, il est vraiment chaud. Et puis c'est vrai, je veux dire, c'est pour aussi gérer l'imprévu. Sur un terrain de basket, je sais pas, il y en a un qui te fait un changement de direction, quoi que ce soit, tu te prends un cross, c'est bien d'avoir suffisamment de capacité à pouvoir résister à ces imprévus dans les mouvements, quoi. Tu joues sur un terrain de foot, tu peux pas être totalement rigide et dès qu'il y en a un qui te touche, tu sens vite les douleurs. Est-ce que c'est ça le but de l'échauffement pour toi en priorité, justement, se préparer à l'imprévu? Un petit peu se renforcer dans des situations qui pourraient arriver. En fait, moi, ça dépend parce que je vais utiliser différents types d'échauffement suivant les jours suivants. En fait, combien de fois je les ai par semaine, etc. Il y a des fois, je vais faire dans mon échauffement, il va plutôt y avoir des styles de gamme athlétique avec peut-être un peu d'iso avant. Je sais pas moi, tu fais la chaise ou la Roman chair ou peu importe. Je vais utiliser plus ça et des fois, on va aller plus vers des échauffements plus, on va dire, plus traditionnels où tu vas faire de l'activation neuromusculaire un peu plus. En fait, tu vas vraiment plus voir les étapes, un peu de mobilité, etc. Ça va vraiment dépendre. Je pense qu'il y a pas t'as pas un échauffement, quoi. T'as plusieurs choses qui peuvent mener à après faire ta séance. J'en ai même certains, j'en connais et je suis pas sûr qu'ils ont des mauvais résultats. T'as une séance, tu vas faire du squat. Ils vont prendre leurs 5 minutes pour déverrouiller un peu tout ça, puis se sentir bien. Puis après, ils vont laisser chauffer en squat. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ils vont faire voilà, c'est tout. Ils vont faire quelques sauts, ils vont faire quelques activations, et puis voilà, ils vont faire leur séance. Est-ce qu'ils ont des mauvais résultats? Ils n'ont pas l'impression d'avoir plus de blessures ou quoi que ce soit. En tout cas, j'ai pas cette impression-là. Qu'est-ce qu'il en est du retour au calme? Est-ce qu'il y a un retour au calme qui est fait? Je vois qu'en ce moment, moi je donne des cours en BPGEPS en ce moment, et on nous fait pas mal insister sur ce retour au calme, retourner en mode parasympathique, tout ça. Qu'est-ce qu'il en est en pratique de ce que tu vois et de ce que tu fais faire? Alors quand j'ai le temps, parce que c'est certaines sessions voilà qui vont durer un peu plus longtemps, puis derrière moi j'aimerais bien qu'il reste encore 5 minutes ça, mais des fois les parents ils viennent de loin donc faut y aller quoi. Mais pour chacun, ils savent que en fin de séance quand on a terminé, on s'allonge sur le sol. Alors le problème c'est qu'encore une fois on n'est pas au calme ici. Je sais pas, tu descends dans la halle, il est 18h, c'est une boîte de nuit. Mais ils vont s'allonger sur le ventre, les genoux pliés. Les yeux fermés, mains sur le ventre, et je leur demande de faire d'inspirer. Alors au tout début, tranquille, d'accord, ils vont inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 7 par la bouche. Puis plus ils sont forts, plus ils vont aller vers du 7, 11.
c'est des trucs, j'ai rien inventé, j'ai pris des choses, mais ça leur permet juste de déstresser, parce que ouais, c'est des petits excités. Soit si je les laisse dans la salle, je tourne le dos, ils ont un ballon au pied dans 2 secondes, puis ils sont sur le synthétique en train de mettre des grands shoots. Hein. Donc c'est aussi ça, quoi. Mais oui, je pense que ça a sa place. Ça a sa place. À sa place, je le fais pas forcément tout le temps. Peut-être que je devrais. Je suis prêt à recevoir des messages là-dessus. Il y a aucun problème. Donnez-moi des techniques aussi si vous êtes chaud. C'est, je prends tout. C'est juste que voilà, des fois, t'enchaînes les sessions, tu fais pas. Puis comme je te dis, il y a le temps aussi, les parents, quoi. Je voulais qu'on aborde le sujet pour lequel je t'ai contacté à la base, qui est qu'est-ce qu'il faut développer en fonction de l'âge qu'on a, parce que moi j'ai l'impression que j'ai loupé pas mal de, de choses durant l'enfance et l'adolescence. Mais moi je me suis spécialisé un peu trop tôt, notamment dans la musculation, et là je rencontre pas mal de problèmes en termes dès que j'attaque une nouvelle activité physique, on va dire. Et donc je me disais qu'on allait justement parler, vu que toi t'es un peu spécialiste de l'entraînement chez les jeunes, de ce qu'il faut développer à quel âge, et qu'on revienne un peu là-dessus. Parce que on développe pas la même chose à n'importe quel âge. J'ai entendu dans ton podcast avec Sean, que j'avais interviewé sur le podcast aussi, que un adolescent n'est pas un mini-adulte. Donc qu'est-ce qu'on développe pour commencer chez quelqu'un qui a par exemple 12 ans? Est-ce que quelles sont les priorités en fonction des différents âges? Ouais, alors pour ma part, je vais bien faire la différence ici. C'est que moi, les jeunes que j'ai, je les ai, comme je te disais, une fois. La plupart du temps, je les ai une fois pendant la saison. Là, la hors-saison, elle va arriver pour beaucoup de sports. Je vais plus les avoir peut-être 2 ou 3 fois. Pendant ces phases de hors-saison, je vais avoir plus le temps de me passer du temps sur les filières énergétiques, par exemple, ou juste l'aérobie, etc. Si on veut voir ça comme ça. Moi, pendant mon job pendant l'année, c'est comme ça en tout cas que je le prends, parce que c'est là où il y a le plus de besoins en tout cas actuellement. C'est que les coachs, ils les ont 2, 3, 4 fois dans la semaine. Ils vont avoir le temps de faire différentes choses, des sprints. Ils vont avoir le temps de faire des changements de direction, de varier les intensités, de travailler peut-être même l'aérobie, enfin cardio. Ok. Moi, je vais m'attacher, je vais prendre beaucoup d'importance à bien développer tout ce qui va être la coordination, le rythme. Donc par les gammes athlétiques, par toutes ces choses-là, mais des choses des fois faciles, hein, faciles oui, mais pas quand tu les regardes. Mais juste marcher sur une pointe de pied, marcher sur les talons, développer marcher déroulé, faire juste lever un genou et prendre une position, verrouiller les fessiers, se tenir droit, pas tout mon arrière, lever la pointe de pied, en fait tout ce qui va être de la gamme athlétique, ok, pour même les apprendre à sprinter. On va faire pas mal d'apprentissage au niveau du sprint. C'est quoi apprendre à sprinter? Bah en gros, tu les vois courir, tu vois sprinter. Un sprinter de 12-13 ans qui fait pas de l'athlé, il fait un déroulé pied énorme, les bras ils partent, ça fait comme ça part en moulin à vent dans tous les sens, et ils savent pas sur quel pied démarrer, voire même ils font un petit saut avant de partir. C'est un peu voilà quoi, ils courent comme ils courent dans une salle de récréation, mais ils partent pas pour faire un sprint à proprement parler, tu vois. Donc on va passer par tout ça quoi, comment bien se placer, pourquoi courir sur l'avant mais depuis pas poser le talon au sol pendant le sprint, pourquoi être bien placé, pourquoi pas se relever tout de suite, mais pas aussi regarder complètement au ciel ou regarder le sol tout la course. En fait, tous ces petits trucs, on va revenir sur quelques détails. Ça, par contre, ça les passionne parce qu'ils se sentent tout rapides, ultra rapidement. T'as changé rien du tout. Juste le fait qu'il a pas posé le talon au sol pendant sa course, il est content parce qu'il a pété son score, quoi. Et donc, en fait, ça, on va travailler ça. Donc, moi, pendant l'année, je vais travailler ces parties-là. Je vais aussi travailler sur la progression de tous les mouvements fondamentaux qui sont fondamentaux en musculation. Ça veut dire, pour moi, comme je disais, du coup, t'as écouté le podcast avec Sean, mais comme je disais, t'apprends pas à squatter en faisant un back squat. Ok, avec une barre sur le dos. Pour moi, avec un jeune qui a 12 ans, 13 ans, c'est pas la façon de faire. Parce que ça va ressembler, les 3 quarts du temps, ça va ressembler à pas grand chose, quoi. Donc tu fais plus, surtout qu'en plus tu vas pas pouvoir forcément charger ou quoi que ce soit, donc c'est même pas forcément intéressant. Je préfère largement, j'ai des progressions pour chaque exercice qui vont commencer, par exemple, ça va commencer par un goblet box squat, puis on va passer sur un goblet squat tout simple, et après le but c'est de progresser vers on ira progressivement vers un front squat, puis on ira peut-être à utiliser la boxe.
Et après, sans la boxe. Et après, on passera sur... Et ainsi, t'as compris le principe, quoi. Souvent, on pense, et tu vas me dire, moi je pense à tort, on pense que les mouvements au poids du corps sont moins dangereux, justement, que les mouvements avec barre et haltère. Donc par exemple, tu vois, ça choque personne parfois de faire démarrer les gamins par des tractions, faire des dips. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, ça c'est un délire. Enfin, moi là-dessus, mais c'est vrai que je te lance. J'en ai fait, il y a beaucoup de jeunes qui me disent, ouais, Alex, je vais passer mes tests physiques, faut que je fasse des tractions, faut que j'en fasse plus de 20, et il y en a dans mon équipe, ils en font je sais pas combien, et après j'ai un test de pompe. En toute honnêteté, je trouve vachement plus dur de faire une bonne pompe ou une bonne traction que de faire un floor press avec des haltères avec une prise neutre. Donc floor press qui est un développé couché au sol. Depuis le sol, pardon. Ouais, avec des dumbbells, avec des poids, des haltères en prise neutre. Je veux dire, tu peux prendre 4 kilos dans chaque bras, ou 2 kilos dans chaque bras, progresser là-dessus plutôt qu'avoir le poids de ton corps, placer tes coudes n'importe comment, t'es fatigué, et tu cambres tout ce qu'il y a à cambrer, tu fais n'importe quoi, tu descends même plus, tu fais même plus une pompe au final. Et le problème, c'est ce qu'il leur a demandé, quoi. Faire plus de 80 pompes ou un truc dans le genre, puis c'est comme ça. Et faire une traction, mais c'est super dur de faire une traction. Enfin, je veux dire. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, c'est super dur de faire une traction. Du coup, pourquoi pas commencer par, moi, j'ai une poulie ici. Enfin, les machines à poulie. Bah, j'ai commencé par, poulie horizontale, enfin, un câble, poulie horizontale, je connais pas les noms. Oui, un rowing acier, la poulie basse. Voilà, exactement. Après, on va progresser avec une prise neutre en poulie haute. Puis, voilà, on va mettre des progressions. Progressivement, on va venir sur du bent over row avec comment t'appelles ça maintenant? Du rowing barre buste penché. Ouais, ok, voilà, avec les dumbbells, avec les haltères, avec la barre, et ainsi de suite en fait. Non, en fait, j'ai l'impression que toi tu préconises de ne pas avoir peur de régresser le mouvement pour progresser ensuite sur le mouvement. On a besoin en fait, comme tu parlais de fondamentaux. En fait, souvent j'ai l'impression qu'on se surestime un petit peu ou on surestime un peu autrui. Et comme on n'accepte pas de régresser avec notre ego, ben en fait on régresse pas et donc on progresse pas. Et ouais, mais c'est clairement ça. En fait c'est juste que des fois je me dis est-ce qu'ils les regardent faire? Enfin, parce que t'envoies des gamins, tu leur dis ok, allez track, tu les regardes faire, et tu te dis bien à un moment, bah il peut pas faire. Parce que je sais pas, non, je sais pas, moi pour moi ça tombe de sens et ça me fait sourire, mais c'est peut-être un peu nerveux aussi. Oui, mais parce que t'as l'expérience. Mais j'ai pas tant d'expérience que ça. Ouais, mais t'as déjà fait de la muscu. Oui, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Donc tu vois ce que c'est qu'une vraie traction, tu vois ce que c'est qu'activer le grand dorsal, tu vois ce que c'est que de sortir un peu tu vois ce que c'est que de faire une vraie traction, quoi. Et donc est-ce que le problème ce serait pas que les gens qui les entraînent, ils ont jamais fait de muscu? Si, bah aussi. Moi je pense que c'est. Tu vois. Mais après, même pour eux, ils le feraient pas. Je suis persuadé que pour eux, ils le feraient pas. Est-ce que pour eux, en début de là, ils ont jamais fait, ils ont arrêté le sport pendant deux mois, imaginons. Est-ce que la première chose qu'ils vont faire, c'est de se dire, allez, traction, c'est parti. 5 séries de 20. Mais non. Je veux dire, mais non, déjà, tu vas en faire 2, tu vas redescendre, tu vas avoir mal partout. Donc, si toi, t'as mal, le gamin, il va galérer aussi. Sauf qu'il va pas te le dire parce qu'il a pas envie que tu le sortes de l'équipe. C'est la différence. C'est quoi pour toi les mouvements fondamentaux en muscu qu'on doit apprendre avec le temps? Tu parlais du squat. Ouais, ça a bien se placer donc il y a le squat, tous les mouvements de hinge, des hanches, tout ce qui est, tu sais, RDL. Donc, soulevé terre, jambes tendues. Ouais, voilà, exactement. RDL, tous ces trucs-là. Donc, ça peut être par des progressions. Moi, j'utilise beaucoup le stick, c'est le bâton dans le dos. Je leur dis, voilà, tu dois rester en contact avec le bâton, au moins à 2 points. Quand tu y arrives, pousse les fesses en arrière. Est-ce que tu sens tes ischios? Enfin, etc. Et je vais pas leur dire directement, good morning avec la barre, ou alors RDL, barre le long des... Ils savent même pas de quoi je parle. S'ils ont même pas compris que pour ressentir ce qu'il y avait derrière, c'était pas les épaules qui tombaient vers l'avant, mais les fesses qui reculaient de l'axe, ils gardaient le dos droit. Enfin, c'est des choses qui sont pas innées. Garder le dos droit, ça paraît simple pour nous qui faisons depuis longtemps. Mais pour des gamins, c'est première chose qu'ils vont faire, c'est arrondir le dos, descendre la kettlebell pour la poser au sol. Tu vois les jambes. Alors, je dis pas que c'est pas dangereux. Je parle même pas de dangerosité, mais 12 kilos dans chaque main pour aller. Enfin, je sais pas, moi je fais beaucoup de carry. De marche. Farmer walk, ouais, tu vois, avec des kettlebells, exactement. Ils vont aller la chercher au sol en étant complètement, toi, tu vas te positionner. Je sais très bien que pour aller chercher les kettlebells, tu vas te positionner. Tu vas aller chercher la barre correctement au sol. Les dumbbells au sol correctement. Mais eux, pas du tout. C'est pas que ça va rendre les choses dangereuses ou pas, mais c'est juste que tu vois tout de suite qu'ils ne peuvent pas faire, parce qu'ils vont pas y penser. C'est un peu utopique de leur faire directement un deadlift ou, le problème, c'est ce qui est fait. On passe directement à des gens qui ont jamais fait de split squat de leur vie, de fente statique,
avec directement des lunges sur 30 mètres avec je sais pas moi, une barre au-dessus de la tête, ou alors un Bulgarian split squat alors qu'ils savent pas se placer, ils ont pas de force, ils ont pas de stabilité. Il y a plein de choses qu'à mon avis, il faut pas avoir peur de chercher des régressions, parce que tu vas avoir énormément de résultats dans ces régressions. Et tu vas pouvoir les faire intérioriser plein de choses. Parce que le problème de faire un back squat, par exemple, je prends l'exemple du back squat. Le problème de prendre le back squat comme premier exercice pour apprendre le squat, c'est que le gamin va déjà se concentrer à 1, pas se casser la gueule, 2, pas avoir mal au dos, parce que ça fait mal au début d'avoir la barre sur le dos. Tu comprends pas parce que ton buste il se baisse, t'as pas de mobilité au niveau des chevilles, enfin tu t'arrives pas à descendre, tu lèves les talons. Alors que tu fais un goblet squat, déjà le poids il est devant toi. Tu vas chercher la boxe. T'es pas obligé de mettre une boxe qui te mette à la parallèle avec le sol, mais tu peux prendre une boxe un peu plus haute au début. Tu lui dis va juste toucher la boxe, pas t'asseoir mais la toucher. Est-ce que tu ressens que t'es plutôt sur les talons, ou est-ce que tu sens que t'es plutôt sur la main des pieds? J'essaie de pas beaucoup parler, mais de beaucoup poser de questions, savoir ce qu'ils ressentent. Et généralement, je leur demande, ok, t'as vu, là, on a changé quelque chose, comment tu ressens? Et des fois, je mets des effets erreurs aussi. Mais et au final, tu vas voir qu'ils vont perfectionner leur squat super rapidement. En plus de ça, ils vont être super contents parce que ils vont faire, je sais pas moi, une série de 12, 4 séries de 12 ou 3 séries de 12 la première semaine. Ils reviennent la semaine d'après. Ils vont me dire, Alex, est-ce que je peux mettre un peu plus lourd parce que j'y arrive mieux? On passe de 12 kilos à 14 kilos. On passe de 14 à 16. Et puis à la fin de notre schéma, parce qu'on l'a répété pendant un petit moment, ils sont à 20 kilos. À chaque fois, c'est des nouveaux PB, donc des nouveaux records. Ils sont hyper contents. On s'est pas mis en danger plus que ça. Et puis c'est parfait. Puis derrière, on passe à des mouvements plus unilatéraux, etc. J'essaie d'avoir vraiment étendre un peu à tout ça, bilatéral, unilatéral. Et puis c'est super. Surtout que la plupart des sports, je dérive un petit peu, sont souvent en unilatéral. Ouais, clairement. Donc on fait beaucoup de bilatéral en muscu et j'ai l'impression qu'on va jamais vers cet ultra spécifique qu'est l'unilatéral, alors qu'on devrait y tendre quand même. Ouais, clairement. Et c'est, je pense qu'il y a une raison à ça aussi, c'est parce que, il y a une raison. Je pense que les deux ont leur place, complètement. Mais après, le meilleur exemple que j'ai, c'est sûrement que il y a des fois, tu vois, si je veux faire, ça va pas être les mêmes composantes dans le sens où si je veux faire sauter quelqu'un sur une boxe par exemple, si je saute avec une jambe, je sais très bien que c'est pas la même impulse, la même impulsion au sol. Ça va pas être le même chemin pour sauter. Tu veux faire des rebonds sur une jambe, ça sera pas pareil que sur deux jambes, tu seras peut-être moins réactif. En fait, ça va changer des composantes à la force-vitesse. Et c'est pour ça qu'il faut faire les deux. Mais comme tu le dis, il faut faire les deux. Mais l'unilatéral, c'est pas, tu commences pas directement avec qu'est-ce que je peux dire, avec des lunges en arrière, en avant, gauche, droite. Enfin, des fois, c'est trop dur. C'est juste trop dur. À mon sens, c'est juste que tu peux avoir les mêmes résultats avec ces jeunes-là en étant 2 fois plus facile, quoi. Donc là, tu parlais donc du squat, donc squat, lunge, de hinge, voilà, aussi. Squat, lunge, hinge, tirage horizontal, vertical, poussée horizontale, poussée verticale, donc tout ce qui est overhead, tout ce qui va être bench press. Donc je traduis tout ce qui est développé couché et développé au-dessus de la tête. Ouais. Ok. Tu vas avoir tout ce qui est les portées, donc marcher avec des kettlebells, tu peux en avoir une dans une main, une au-dessus de la tête, mais tout ça il y a des progressions. Enfin moi en tout cas j'ai mis des progressions là-dedans. Et après il va y avoir tout ce qui va être le gainage. Tout ce qui va être c'est quoi le gainage? Est-ce que je vais faire la planche? Non, d'accord. Mais en fait tout ce qui va être en lien avec le core training. C'est quoi le core training pour toi? En anglais, en français ça veut dire noyau. Donc en fait c'est juste le tonus musculaire au niveau du tronc, quoi. C'est garder ton être indéformable. Ouais, mais c'est même pas forcément être indéformable parce que t'as des exercices pour être justement indéformable, donc un anti-rotation, une anti-flexion, anti-inclinaison, etc. Super. Mais tu vas aussi devoir mettre des rotations, des inclinaisons et tout ça dans ton sport. Donc c'est pas être indéformable. C'est juste que au même tu fais un squat, lourd, pas lourd, peu importe, il faut garder ton gainage va travailler. En tout cas ton buste va travailler. Il faut que tu gardes une certaine tonicité musculaire. Ok, pour te tenir. Sinon, tu casses la gueule en avant, t'as le buste qui tombe, etc. Donc, ça doit se travailler. Le plus connu, ça va être la planche frontale, sur l'avant-bras, latérale, postérieure. Ok, ça c'est une première étape. Ça doit être la première étape. Mais derrière, tu peux passer sur quelque chose de plus dynamique. Donc tu vas avoir du gainage dynamique. Horizontal, vertical, latéral et postérieur. Et après, tu peux encore avoir
d'autres types de gainage, d'autres types de core training qui vont être de l'anti-inclinaison, de l'anti-flexion, de l'anti-extension. Et après, tu passes sur des mouvements encore un peu plus complexes, qui à mon sens, qui sont tous les mouvements de rotation, flexion, inclinaison, etc., qui sont à mon avis plus durs, quoi. Tu vas pas directement mettre quelqu'un une landmine et puis leur faire des trucs complètement fous. Mais je dis ça parce que souvent, t'as dit ce que je voulais entendre entre guillemets, mais souvent on diabolise un peu les mouvements de rotation, de flexion de la colonne. Tu sais, pendant longtemps on disait voilà, faut surtout pas bouger la colonne. Ouais, je vois ce que tu as. Et donc là, t'as expliqué justement les prérequis qu'il fallait pour pouvoir bouger sa colonne. Ouais, clairement. Ah ça, par contre, je te rejoins là-dessus à fond. Ouais. Je vois totalement ce que tu veux dire. Même problème. C'est vraiment, on veut toujours être tout stabilisé. En fait. C'est juste le début, quoi. Ouais, c'est juste le début parce que. Moi, pour avoir beaucoup discuté avec des gens qui font du sprint. Tu vois bien que le mec il reste pas comme ça droit, il y a rien qui bouge, sa colonne c'est des rotations sur des rotations en fait. Moi j'ai fait Pro FTS, c'est là-dessus qu'il m'en parle. Ah, t'as fait avec Arnaud? Ouais, j'ai fait avec Arnaud. Ouais, franchement, je m'étais régalé et c'est d'ailleurs là que tu commences que j'ai pris conscience à un autre niveau que voilà, il se passe des choses et qu'il faut pas les anciennes visions qu'on avait là-dessus, elles sont pas forcément bonnes. Tout est à travailler, mais quand, c'est la question. Alors, je reprends mon fil. Si quelqu'un qui a 12 ans nous écoute, qu'est-ce qu'il doit travailler en priorité? Est-ce qu'il doit chercher peut-être à prendre le plus de muscles possible? C'est quoi là, tu parlais de coordination. Ouais. Est-ce que en fonction de l'âge, t'as vraiment des priorités pour tout le monde? Tu as remarqué toi peut-être de ton expérience pour l'instant que tout le monde manquait de coordination. Donc moi j'en manquais énormément, mais est-ce que tout le monde en manque chez les jeunes que tu vois? Oh ouais. Après non, ça va être assez variable parce qu'en fait ils grandissent pas non plus tous à la même allure, donc il y en a certains que j'ai eu il y a encore un an qui faisaient déjà 10 cm de moins ou 15 cm de moins que là cette année, donc en fait ils ont perdu dans leur coordination alors qu'on avait déjà bien travaillé dessus. C'est juste qu'ils auraient été encore plus mauvais, on sait pas, mais la coordination c'est pour moi fondamental, savoir bien bouger, surtout dans ces sports-là qui sont dans tous les sports, savoir bien bouger c'est hyper important. C'est pas fixe, il y a plein de changements à faire, faut savoir gérer tout ça. Pour moi, quelqu'un qui a 12 ans, qui viendrait avec moi, dans le sens où qui viendrait vouloir faire de la préparation physique, ça va être d'abord, développer déjà l'envie d'aller à la salle, d'accord, aller au gym et avoir un plan d'entraînement, etc., d'apprécier tout ça. C'est hyper important à mon sens est-ce que t'aimes venir, déjà. Après, donc 12, 13, 14 ans, savoir bien faire tous les mouvements fondamentaux qu'on a vus. Après ça, t'as développer cette force. Donc tu me parlais est-ce que le but c'est de prendre le plus de masse, etc. Ouais. C'est ça que tu vois, on voit avec la muscu maintenant que t'as pas mal de gamins qui commencent à 13 ans, 14 ans, puis ils veulent tout de suite être énormes, quoi. Et alors est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est dans l'ordre des choses ou pas? Bon, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est juste qu'il y en a certains qui veulent tous prendre de la force pour être plus puissants, ou en tout cas ils veulent tous être plus puissants, mais ils pensent que tu vas devenir plus puissant comme ça, quoi. Et oui, il y a une part où il va falloir prendre un peu de masse, déjà pour être un peu plus robuste, parce que donc pas dans tous les sports ils ont besoin d'être monstrueux, d'aller au contact, mais t'as quand même une certaine tu vois, si tu t'entraînes dans tous les cas, tu sais que tu vas prendre un peu, surtout à leur âge. Donc ils vont se dessiner un petit peu, ils vont prendre des cuisses, prendre des bras, des épaules, etc. Et tu vas tout de suite voir des changements. Maintenant, est-ce qu'il faut se focus et se dire ok, on les démonte et puis on leur fait la méthode grosse hypertrophie comme moi je peux faire par exemple mais non, c'est différent. Déjà faut prendre en compte la charge d'entraînement aussi, c'est-à-dire qu'ils font pas que ça. Après nous ou avant nous, ils avaient peut-être un entraînement et demain matin ils auront peut-être un entraînement, etc. Donc oui, je pense que le développement de la force passe aussi par la prise de masse, mais cette prise de masse elle est induite par l'entraînement qu'on leur à partir de quand tu vas chercher à développer la force une fois que les fondamentaux sont faits? Non, j'imagine. Alors on va dire développer la force réelle dans tous les patrons moteurs en utilisant peut-être je vais utiliser là beaucoup plus de méthodes. Je vais avec ceux qui sont avancés 14-15 ans, on va dire 14-15 ans par là. En fait, je veux que tout soit bien appris. Par contre, il y a pas de bonne réponse. Parce que à 14-15 ans, si le mec il commence avec moi, il a 15 ans, je vais pas dire il a 15 ans, c'est parti, on développe la force avec des méthodes et dans tous les patrons, il sait déjà tout faire. Non. Des fois, ils arrivent, ils ont 15-16 ans, ils savent rien faire. Ils ont jamais fait de muscu ou alors très mal. Du coup, grosse régression. On va refaire peut-être ce que quelqu'un à 13 ans ferait. Sauf que peut-être que tu vas progresser plus vite parce que tu as déjà un bagage de force qui est déjà plus important. Du coup, je vais pouvoir te rajouter des choses. Mais ça va peut-être aller plus vite dans la progression que quelqu'un qui a 12 ans, mais je vais pas avoir peur du tout de lui faire faire une régression. Et que oui, avec son club, il a peut-être fait un back squat, mais en attendant, quand je le vois faire son back squat, je suis persuadé que on peut faire mieux. Et tu continues à faire du back squat avec ton club, mais avec moi, tu vas faire autre chose. Et tu vas voir, ça va être cool aussi.
On va faire d'autres choses, tu vas progresser et tu vas progresser du coup avec ton club. Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard pour développer la coordination? Je pense pas. Moi, j'ai appris à faire des techniques de sprint à 23 ans. Quand mon pote Jeff, qui est sprinter, et il m'a appris il m'a donné un programme et puis je me suis buté et puis j'ai appris la cordie là-dedans. Non, je pense pas que ce soit perdu. On en voit le mercredi soir, il y en a des groupes de personnes qui ont 20, 40 ans, qui viennent faire technique de course. Donc ils viennent faire des gammes athlétiques, ça apprendre à se servir de leurs pieds correctement. Pour moi, c'est jamais trop tard. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose quand t'es jeune. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui apprend l'haltéro à 30 ans, il va pas avoir les mêmes facilités que quelqu'un qui apprend l'haltéro à 14, 15, 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça, c'est sûr et certain. Mais comme moi, j'ai jamais fait de hockey de ma vie, je vais sur la glace synthétique en bas, je suis éclaté. Il y a tout qui part à droite à gauche. Alors que le gamin, il a 12 ans, il sait déjà faire tout en arrière, il fait tout et n'importe quoi. C'est normal. Le skill se développe plus vite chez les jeunes, en plus avec la pratique, etc. Je me souviens quand c'était de l'athlète gamin, je lisais les livres de Gilles Cometti, ça va te parler. Ouais, bien sûr. Et j'ai plus tout en tête, mais je me souviens que pour développer la vitesse, pareil, il y avait un âge bien spécifique pour développer ça, là où c'était le plus profitable. Moi, je pense que dans ces zones-là, hein, 12, 14, 16, on est dans des âges où développer l'explosivité, la vitesse, c'est les bons âges. Ça, c'est sûr et certain. Comme je t'ai dit, déjà, c'est là où ils vont plus vite intérioriser tous ces trucs-là. Après, il va y avoir aussi, il y a pas des débats, je sais même pas si ça peut être un débat, parce que je connais moins, mais tout ce qui va être neuro aussi, quand ils sont jeunes, la réactivité, etc. Ça a tendance à mieux se développer quand t'es jeune. Je pense que beaucoup de choses peuvent commencer à être faites très jeune, à partir de 12, 13 ans. Alors t'es pas obligé à 8 ans, je vais pas te faire non plus, ça va être plus du jeu, mais enfin, 12, 13, c'est plus on avait tendance à penser que la musculation était assez dangereuse pour les jeunes. Bah, tu vas devenir tout petit, quoi. Voilà. Tu vas rester tout petit. Mais je vois que t'es pas très grand, alors t'as commencé tôt. Ouais, super, merci beaucoup. Celui-là. Écoute. Non, mais j'ose moins 1m80. Ah, tu vas 1m80? Ouais, quand même. Ok. Non, mais mon idée, c'était de dire, voilà, on a souvent diabolisé la muscu, en disant, voilà, ça va empêcher de grandir, c'est dangereux, tout ça. Quel est le consensus maintenant là-dessus? Tu dis que là maintenant, à partir de 12 ans, on peut s'entraîner avec des exercices en régression. Ouais. Est-ce qu'il y a une limite à pas dépasser? Par exemple, si on a 12 ou 13 ans, et tu vois, quelqu'un qui aurait 12 ou 13 ans qui nous écoute, qui aurait peut-être déjà une bonne mobilité, tu vois, il aurait des bonnes bases, est-ce qu'il peut charger à fond sur ses barres ou pas? Est-ce que c'est un intérêt ou pas d'intérêt? Bon, déjà, faut qu'il fasse ce qu'il est capable de faire. Non, moi, je pense pas qu'il y ait de problème moi, j'ai un pote qui entraîne, à chaque fois, je le mentionne. Putain, il va croire que je suis vraiment fan. Je suis fan de toi, Lucas. Manja, si jamais il bosse au FCG à Grenoble. Il a des jeunes. Bah, il a pas les mêmes jeunes que moi. À 14 ans, les gamins, ils font déjà 60, 70 kilos. Et oui, ils chargent. Je veux dire, ça commence à mettre du lourd alors qu'ils sont jeunes, tu vois. À 15, 16 ans, ils mettent déjà lourd. Donc non, est-ce que, je sais pas, toi, tu faisais la muscu assez jeune. Bien sûr. Tu te disais, j'ai 14 ans, je me posais pas de questions, ouais. Ouais, voilà. D'après, le truc, c'est toi, tu faisais que de la muscu. Eux, faut prendre en compte qu'ils font pas que de la muscu et qu'il y a leur sport à côté. Donc, il faut qu'ils soient capables quand même de performer dans leur sport. C'est bien d'être bon à la salle, c'est bien de savoir faire des trucs, mais à la fin de la semaine, leur compétition, elle est pas en back squat. Elle est, peu importe leur sport. Et est-ce qu'il y a un intérêt à varier les mouvements, justement, quand t'es jeune, pour l'apprentissage? Ouais. Parce que là, tout à l'heure, tu parlais justement que tu avais des séances un peu différentes, on parlait d'échauffement, mais des échauffements un peu différents. Tu vois, quelqu'un qui fait, je vois là, dans le kayak, justement, comme c'est le podcast sur le kayak, c'est souvent les mêmes exercices, je vois les programmes, les trucs, il n'y a pas trop de variété. Bah, déjà, ne pas mettre de variété. Je pense c'est le facteur, même sans parler d'apprentissage ou quoi que ce soit, c'est qu'au bout d'un moment, t'as plus assez de, comment dire, tu t'entraînes toute ta vie à 60 kilos en back squat, tu vas pas forcément obtenir les meilleurs résultats, tu vas pas forcément progresser, quoi. Tu vas stagner au bout d'un moment. Il y a plus de progression. Donc, de faire toujours la même chose, je pense que, ouais, c'est déjà fondamentalement pas forcément très bon pour, justement, t'as pas assez de progression. Aussi, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ennui? Est-ce que tu dois varier aussi bien les mouvements que les techniques que tu vas utiliser? Tu peux varier tellement de choses, c'est ça le truc qui est cool aussi. C'est que oui, tu fais du squat, un jour, tu vas peut-être, tu vas pouvoir faire, je sais pas, de l'excentrique ce jour-là. Ensuite, tu vas faire d'autres méthodes. Tu vas peut-être faire de l'isométrie. Peut-être tu vas faire un superset. Peut-être que tu vas faire un back squat en allant sur ta box. Après, tu vas faire un back squat low bar, high bar. En fait, t'as différentes façons de varier les choses. C'est pas juste l'exercice qui doit varier. Enfin, c'est pas le nom de l'exercice qui doit varier. C'est ce que tu en fais qui doit varier, je pense, beaucoup.
Mais comme la charge doit varier, une charge est une variation. Parce qu'une charge légère va te permettre d'aller plus vite avec ta barre, alors qu'une charge lourde va avoir plus d'effets, tu vois ce que je veux dire, c'est que tout peut être variation, mais l'échauffement doit aussi être varié, je pense, à mon avis. J'avais une question sur l'entraînement aérobie. Pareil, quand j'étais gamin, que je faisais de l'athlé, on nous disait, je sais pas, j'avais 13-14 ans, on disait c'est maintenant qu'on se fait la caisse, c'est maintenant qu'il faut faire le foncier, tout ça. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quel est le consensus là-dessus? Est-ce qu'il y a pareil, il y a un âge qu'il faut privilégier pour développer sa caisse aérobie, on va dire ça comme ça? Ça, par contre, je crois. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que tu peux commencer même encore plus jeune que ça, je crois. Plus jeune que moi, ce que j'ai comme 12-13 ans. Après, à mon sens, dans tous les cas, c'est juste, tu le vois dans ton sport. Un coach, il doit essayer de se rendre compte si son athlète, il est complètement éclaté, complètement hors shape à ce niveau-là, au niveau du cardio à la fin de son match, par rapport à toute l'équipe. Est-ce que t'as pas meilleur temps de lui faire un petit entraînement pour lui, pour améliorer ça? Est-ce que s'il faut juste en faire en début de saison ou en hors saison, puis après tu le fais plus du tout? Bah, je pense que c'est un peu réducteur. Je pense que oui, ça dépend qui, ça dépend quand. Non, je pense qu'il n'y a pas de. Alors oui, c'est parce qu'en hors saison, tu peux plus charger, donc tu peux mettre des gros volumes, venir taper un peu plus dans le cardio, etc. Mais je vois pas pourquoi il y aurait pas sa place en pleine saison pour développer le cardio, quoi. Est-ce qu'il y a tôt, fais-le peut-être tôt. J'ai dit, est-ce qu'il y a une différence? Toi, tu coaches beaucoup de gars, et est-ce que tu as des filles aussi? Est-ce que tu as une différence entre l'entraînement des filles et des gars? Ça va. Donc il y a moi, à l'âge où j'en suis, ils viennent à 12-13 ans, donc il va y avoir les hormones qui vont commencer, qui vont être différents, et tu le vois assez rapidement. D'une semaine à une autre, j'ai les jeunes filles qui viennent, elles font du foot avec moi. Et ça va être plus des changements de mood, beaucoup plus rapides. Ça va être beaucoup plus de comment dire. Elles vont arriver, bon oui, il va y avoir l'impact des règles, etc. Tout ça, c'est sûr. Elles sont plus soumises aux blessures aussi, j'ai l'impression. En tout cas, elles ont plus vite des douleurs. Est-ce que je suis pas sûr que c'est le problème que ça vienne parce que c'est des femmes ou des filles, mais parce que elles sont bonnes dans ce qu'elles font et que chez les femmes il y a moins de joueurs, donc du coup elles jouent tout le temps, partout, dès qu'elles sont bonnes, mais 2 fois plus que les gars, quoi. Elles s'entraînent avec 2 équipes et elles font les matchs avec 2 équipes et elles ont des temps de jeu énormes. Donc en fait elles sont forcément, elles ont toutes mal quelque part un moment. Et à des pathos, c'est souvent au niveau des hanches et au niveau des genoux. Mais donc du coup je pense que c'est là où j'ai le plus grosse différence. Entre les femmes et entre les c'est-à-dire que tu vas faire plus de prévention. Exactement, Je me souviens que Didier Reiss, tu dois connaître aussi, il y a quelques années, il avait été interviewé par Pierre et Anélia de Cisport, et il disait que son plus gros travail avec les footballeurs pros, c'était pas de rajouter du volume, mais de les aider justement à pas se blesser. Il faisait surtout du travail de prévention, réduction de blessures, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que toi, tu sens que tu fais un peu ça des fois, parfois, avec certains qui sont sursollicités? Clairement. Les filles que j'ai là, il y a des fois, on va être vraiment sur des efforts, on va être sur des efforts qui vont être différents que les gars, dans le sens où on va peut-être faire un petit peu moins de pliométrie à ce moment-là parce qu'elles sont déjà sursollicitées. On va peut-être faire beaucoup plus j'aime bien mettre un peu plus d'ISO, surtout pour on a des protocoles pour les pathos de tout ce qui est au genou, au sgoud et tout. On a pas mal de sgoud ici. Et en fait, j'aime bien, elles vont passer peut-être un peu plus de temps là-dedans. Elles vont faire aussi tout ce qu'elles ont pas habitué, parce qu'une fille, même si elle a 13-14 ans, elle idolâtre, c'est la nana qu'elle voit dans le gym avec les belles fesses, les belles jambes, et elles le savent très bien, quoi. Et du coup, on va essayer, vu que c'est ce qu'elles demandent un petit peu, je vais essayer de faire un petit peu ça, on va essayer de faire en sorte qu'elles se sentent bien dans leur corps, mais on va travailler tout ce qu'elles ont pas forcément l'habitude et qu'elles pensaient pas travailler, le haut du corps. Il y en a beaucoup qui pensent dans la vision des choses, elles ont toujours travaillé le bas du corps, mais par contre, vu que c'est des nanas, elles font pas de haut du corps. Donc t'as pas de biceps, t'as pas d'épaule, t'as pas de... Donc on est d'accord que si t'as pas de haut, le gainage après c'est compliqué aussi. Ouais, puis pour tout, à mon sens, mais je pense que d'être faible du haut du corps peut entraîner des pathos au niveau du bas. On va pas, c'est trop long comme débat, mais je veux dire c'est... Non mais je suis assez d'accord avec toi, il voilà, y a pas de débat, je pense. Il y en a pas de débat, mais enfin, c'est une longue discussion que tu peux avoir là-dessus si tu veux t'étaler, quoi. Donc oui, je pense qu'il s'est à travailler. Et encore une fois, je vois pas... Alors oui, il y a une différence homme-femme,
jeune fille et jeune homme, mais le mouvement de muscu sera le même. Ça veut dire que elles vont faire la même progression et réduction au niveau des patterns de mouvement. Et là, je ne changerai rien à ça. La seule chose que je vais prendre plus en compte, c'est que je vais leur poser peut-être beaucoup plus de questions, parce que c'est elles qui ont le plus souvent de soucis. C'est un peu réducteur, hein, j'avoue que, mais c'est souvent elles qui vont avoir leur copain. Et ben il a pas été sympa, il a été voir une autre fille à l'école, etc. Et ça paraît bête comme ça, mais c'est hyper vrai, quoi. J'ai beaucoup de ça. Il a envoyé, ça se passe pas bien. Il est amoureux d'une autre fille. Enfin, c'est des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que ça te plombe. Tu viens et ça te plombe, quoi. Donc moi, avec mon grand sourire et tout ça, puis j'essaye un peu de les. Tu partages ton expérience. Bien, quoi. Ouais, non. Tu vois, voilà. Mais par contre, c'est sûr certain qu'il y a des fois, elle se livre un petit peu parce que je pense que ça fait bien. Puis moi, j'essaie de comprendre. Puis du coup, je vais être plus cool. On va faire peut-être différemment, ou je vais peut-être rester plus à côté pour essayer justement de leur parler et que ce soit moins long les périodes de récupération, parler un petit peu, même de tout et n'importe quoi. Est-ce que tu trouves une différence en termes d'implication entre les gars et les filles? Ouais, les nanas, elles en veulent à fond. En tout cas, celles que j'aime moi, parce qu'elles savent qu'elles sont fortes déjà dans leur sport, elles se donnent à fond tout le temps. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en muscu aussi, c'est que les filles, une fois qu'elles sont mordues, elles sont plus sérieuses. Mais tu peux pas elles vont même pas, tu lui dis 1 minute 30 de pause, tu lui parles, elle te regarde, elle te clique devant les yeux, elle te dit, ça fait 1 minute 30, hein. Ah, excuse-moi, refais ton exercice, y a pas de problème, on parlera plus tard, je suis désolé de te déranger. Mais c'est vraiment ça, quoi. Elles sont vraiment impliquées et elles vont plus essayer aussi de comprendre, elles vont plus te dire ce qui va pas. Ah là, j'ai senti mon genou qui a cliqué, mon coude qui fait clac, on comprend pas pourquoi, j'ai un peu mal au dos, j'ai un peu mal aux pieds. Les gars, ils vont rien dire parce qu'ils ont toujours l'impression que parce que ils ont mal, tu vas aller pourquoi pas parler au coach, aux parents, du coup tu vas t'arrêter de faire du sport. C'est un peu ça. Hein. Oui, c'est un problème d'ego. Exactement. Mais du coup beaucoup moins chez les femmes. Par contre, la compétition entre elles, alors ça c'est parce que elles viennent pas du même club, celles que j'entraîne. Et du coup, tu fais une session sprint avec elles, ça court vite, hein. Parce qu'il n'y en a pas une qui veut se laisser faire. J'adore. Par contre, entre gars, c'est pas le même délire. Pendant leur pause, ils vont prendre une petite balle de tennis et puis vu que je comprends, tu veux t'amuser, t'aimes pas faire la pause, ça dure un peu trop longtemps, 1 minute 30, c'est énervant quand tu pars comme ça, c'est un peu énervant. Prenez une balle de tennis, vous mettez sur une jambe, vous faites des passes, vous changez de jambe, faites des jeux, mais qui peuvent vous aider, qui vont avoir un petit sens, sans forcément vous épuiser. Et eux, ils vont être plus dans ce truc-là. Ils vont moins être dans le défi physique, mais plus dans le jeu, alors que les femmes vont être vachement plus dans le défi entre elles, quoi. Elles veulent vraiment être plus fortes et plus rapides et que leur. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Peut-être que t'as pas quelque chose. Est-ce qu'il y a des tests que tu utilises en particulier, justement pour mesurer les progrès en dehors des progressions que tu vois sur les mouvements? Est-ce qu'il y a des trucs que tu vas tester, genre quand quelqu'un vient au tout début, un jeune, comment tu peux estimer que lui c'est la coordination qu'on doit bosser en priorité, ou lui c'est la force, ou lui peut-être c'est, on parlait de hockeyeur, lui c'est les hanches, c'est les hanches qu'on doit bosser en priorité. Qu'est-ce que tu mets en place comme test? À l'époque, il y a très longtemps, on parlait des tests FMS, t'as dû connaître, hein. Ouais. Voilà, on parlait de ça. Bon, moi je trouve que c'est un peu dépassé maintenant. Moi, j'utilise pas du tout. Voilà, qu'est-ce que tu mets en place? Moi, je connais bien les tests FRC, donc FRA. Ok. Je vois bien ça. Qu'est-ce que toi tu utilises? Du coup, ici, on a la chance déjà d'avoir du beau matos. Du coup, c'est vrai que, mais je pense que tu peux faire sans. Il y a plein de choses que tu peux faire sans. Donc nous, ici, moi, j'utilise beaucoup les plateformes de force. Donc à chaque fois que quelqu'un va venir, au tout début, peu importe son âge, ça va me servir de benchmark. Si je vais faire des tests de saut, donc il va y avoir un CMJ, main sur les hanches, un squat jump. Si suivant la taille, suivant la force, etc., on va peut-être faire même un IMTP, que j'aime beaucoup ce mouvement. Qu'est-ce que c'est l'IMTP? C'est un isométrique mid-thigh pull. En fait, tu mets la barre contre tes quads, tu tiens relativement droit, avec les jambes à plier, et tu viens tirer le plus fort possible contre des pins, contre tes barres. T'as une barre et tu viens tirer le plus fort possible. Le but, c'est de développer le maximum de force pendant un temps donné. Et ça te donne des cours sur la plateforme de force que j'utilise du coup. Je fais des tests de sprint, tests de changement de direction. Encore une fois, ça dépendra du sport. Hein, je veux dire, quelqu'un qui fait du golf, je vais peut-être pas lui faire du changement de direction, mais après j'ai des tests de mobilité passive, juste pour me rendre compte à quel point peut-être faut falloir travailler. Comme je te dis, quelqu'un qui est pour moi trop limité, il faudra le travailler. Il faudra qu'on mette un accent un peu plus que quelqu'un qui est incapable de dépasser 60 degrés d'extension au niveau de la jambe quand il est sur le dos, passivement.
Oui, je vais mettre ça va être un red flag quoi. Et puis on va travailler ça. Donc mobilité passive, il va y avoir cheville, quadriceps, ischio, rotation interne et externe de hanche. Externe on peut on peut ou pas. Rotation épaule, extension thoracique. Et après on utilise aussi tout ce qui va être la force. J'utilise le force frame de Vald pour la force des fléchisseurs de la hanche et la force des adducteurs et des abducteurs. Comment tu mesures ça, tu dis? Donc en gros, c'est le force frame, c'est un appareil de Vald, c'est une boîte pour ceux qui connaissent, je pense, ceux qui font les plateformes c'est ceux qui font des outils de mesure. OK, donc VALD. VALD, ouais. Vold, je crois en plus ça se dit. Ils vont gueuler mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, c'est simple, tu t'allonges sur le dos, sur le ventre, peu importe, tu peux le faire dans plusieurs positions et tu viens compresser, appuyer c'est comme le microfett quoi, je sais pas si tu vois ce que c'est des capteurs de pression. OK, je vois. Donc et ça te donne des retours au niveau de la force, de l'impulse. Donc tu mesures beaucoup la force des fléchisseurs de hanche? Ouais, chez les alors pas chez tout le monde, mais je vais dire chez les je vais juste voir si en fait ils vont avoir des douleurs. Je leur demande juste, ça va être plus m'informer de ça. Est-ce que quand tu viens travailler tes adducteurs, ça te fait mal à droite ou à gauche? Est-ce que la flexion de hanche aussi fait mal? Donc ils viennent appuyer, ils sont allongés sur le dos, une jambe tendue et l'autre relevée, et viennent appuyer le plus fort possible contre. Et voilà. C'est marrant, ça va sauter pendant des années. T'es jeune, peut-être tu te souviens pas, mais on disait voilà, quand tu fais les abdos, faut surtout pas travailler les fléchisseurs de hanche, pas du tout. Et moi, je me rends compte de plus en plus qu'en fait, il faut quand même avoir de la force dans les fléchisseurs de hanche. Ah ouais, clairement. Alors qu'avant, tu vois, pendant des années, on disait surtout ne bosse pas les fléchisseurs de hanche, concentre-toi sur le mouvement du grand droit ou tout ça. Et là, donc, comme tu le disais, ça m'y fait penser. Je me dis finalement, c'est ah ouais, moi je me suis persuadé. Pour moi, c'est important. Oui, mais pourtant, quand on a les fléchisseurs de hanche trop forts, ça nous fait cambrer. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait cambrer, ouais. Tu vas te casser la tête, ouais. Non, mais non, ouais, non. Moi, c'est des informations que j'aime bien avoir. Et puis, je vais mettre du suivi là-dedans. Ça veut dire que, encore une fois, faut avoir le matos, mais tu te parlais ce que j'utilise des tests pour les jeunes pour savoir s'ils ont progressé, ouais. Ça veut dire une fois tous les mois. Une fois par mois, tu fais les tests? Une fois, en fait, je vais pas faire les tests une fois par mois, mais par contre, une fois par mois, je vais retester le saut. Donc, juste en fin d'échauffement, je le mets sur la plateforme, il fait ses 3 sauts, je regarde est-ce qu'il s'est amélioré par rapport à la dernière fois. Mais une autre fois dans la semaine, en fait, chaque séance, je teste quelque chose. Je vais tester une fois, comme je te dis, ça peut être, je vais faire, allez, aujourd'hui on teste adducteur, abducteur, fléchisseur de hanche. Semaine prochaine, on testera la hauteur de saut. La semaine d'après, on testera l'IMTP. En fait, c'est juste parce que vu que c'est pas une séance de test, mais c'est une séance de préparation physique, de muscu, je prends juste ça en fait, je l'intègre dans ma séance quoi. Juste pour en fait avoir une sorte de suivi un peu plus longitudinal plutôt qu'attendre dans 3 mois. Est-ce que tu vas utiliser des capteurs de vitesse à l'échauffement, tu sais, pour déterminer dans quelle forme ils sont? Moi j'ai testé le Beast, je sais pas si ça te parle. Ah, tu parles de barre, de vitesse de quoi? Ouais, la vitesse exactement. Tu vois, on avait tendance à penser à un moment, tu vas me confirmer ou pas, mais que tu pouvais déterminer un peu ta forme du jour en fonction de la vitesse que tu avais de déplacement sur tes mouvements, et qu'à partir de là, tu pouvais autoréguler ton entraînement. C'est marrant que tu dis ça parce qu'on a des étudiants qui ont testé plein de choses là pour essayer de voir comment déterminer la forme du jour entre guillemets. Et je me souviens qu'il y avait un débat là-dessus, et j'avais testé donc le Beast, qui était un capteur. Et qu'est-ce que t'as eu comme résultat d'ailleurs? Et moi ça montrait bien que quand j'avançais pas, fallait pas faire de la force. Hein. Ah ouais, ça montrait bien ça. Ouais. Moi mais j'ai testé que sur moi, donc c'est pour ça que je te demande ton avis. Ouais, j'ai été étonné moi sur plusieurs choses. C'est que moi j'utilisais pas mal le RSI parce qu'ils l'utilisaient là-bas aux États-Unis sur des plateformes de force. Donc on utilisait le RSI. Ils l'ont comparé avec un grip test. Oui, un grip test. Ils l'ont comparé à quoi d'autre? Avec du sprint aussi sur 10 ou 20 mètres, je crois. Et en fait, quand on disait que le gars était on le testait, des fois on disait ah là il est dans le rouge, et puis en fait les 2 séances d'après, la séance du jour et les 2 séances d'après, sur chaque mouvement il nous faisait péter un personal best, puis il se blessait pas forcément. Alors comment tu détermines qu'il est en forme ou pas? Pour l'instant, tu discutes, tu fais la méthode traditionnelle. Avec j'ai un
T'as un questionnaire de wellness. J'ai questionné. Je l'ai pas là. Mais en gros, j'ai un questionnaire. Je leur demande leur fatigue avant l'entraînement, avant de m'entraîner avec moi. Fatigue. Je leur demande la qualité de leur sommeil. C'est toujours 1/5, etc. Ouais, je leur demande leur temps de sommeil. Est-ce qu'ils ont des douleurs? Donc je fais genoux, dos en priorité. Et après, je leur dis est-ce que vous avez des douleurs ailleurs que je devrais savoir, pourquoi, etc. Et en fin de séance, je fais un RPE. Et j'essaye même jeune de mettre ça en place. Alors oui, il y a plein de biais parce que les gamins ne se connaissent pas. Mais je pense que plus tu vas commencer tôt, plus ils vont intérioriser. Ok, la dernière fois, pendant les 3 dernières séances, je lui ai dit que j'étais un 3. Et en fait, je suis peut-être plus 3 maintenant parce que je suis vraiment, enfin, je suis cuit, quoi. Alors que la dernière fois, j'étais en fait, au tout début, ça va pas forcément avoir du sens, mais plus ils vont avancer, plus ils vont le faire, plus les résultats, ils vont avoir du sens. J'aime bien le donner aux parents. Est-ce que tu utilises la variabilité cardiaque pour déterminer la forme ou pas non plus? Non, alors déjà, non, parce que j'ai pas du tout le temps. Alors j'ai pas du tout le temps. On m'a posé la question, mais mon collègue du coup un étudiant qui était ici, qui faisait un master, une recherche pour son master, a testé ça et du coup j'ai pas du tout fait. Ok. Non. Mais je pense qu'il y a des pistes là-dessus par contre. Ouais, moi j'ai déjà testé avec pas mal d'applications justement. Mais bon, moi je suis tous les jours en forme samedi, donc. Ouais, mais c'est donc ça. Pour l'instant, j'ai pas mes formes, donc ça va. On est toujours en forme. Mais oui, non, je pense qu'il y a sa place. J'avais vu un beau reportage, je crois, je sais plus avec quelqu'un qui faisait du biathlon, qui disait qu'il s'en servait pour monitorer un peu la charge, etc. Non, mais j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien toutes les pistes. Encore une fois, j'aimerais bien tout faire. Le seul problème, c'est que des fois, j'ai pas le temps, j'ai pas le matos. Puis tu peux pas avoir 1 million de données, sinon tu s'en sors plus. Quels sont les prochains trucs que tu voudrais tester? J'aimerais bien plus utiliser le profil force vitesse, tu vois, mais sur piste, pas en verticale, juste horizontale. J'aimerais bien ça pour justement. J'aimerais bien que quelqu'un, parce que moi je vais pas avoir le temps de le faire, mais si quelqu'un veut le faire, peut-être que étudier les pistes pour savoir s'il y a un impact avec la fatigue justement ou pas. Mais j'ai déjà. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus, mais j'espère que ça donnera des bons résultats parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, les cellules. À chaque fois qu'on fait une séance de sprint ou même en fait peu importe ce que c'est, dès que je leur demande d'aller à vitesse max, que ce soit avec un traîneau ou quoi que ce soit, lesté ou pas, je mets les cellules parce que je veux qu'ils soient en compétition avec eux-mêmes ou avec quelqu'un d'autre. Et que pour moi, je sais qu'il y a très bien qu'ils vont pas aller à 100% s'ils ont pas de retour. Ils seront toujours sous max. Alors moi, je veux qu'ils aillent au max, donc ils se battent à chaque fois. Et j'aimerais bien justement étudier ça, ce profil force vitesse. Un peu plus. Ce serait quelque chose que j'aimerais bien mieux intérioriser. Quoi d'autre? Si j'avais là aussi, chose que j'aimerais bien faire, mais bon, ça demande un peu plus de matos. Et je cherche d'autres solutions, mais je suis pas très bon, j'ai pas encore fait assez de recherche. On a un GymAware. Ouais, mais je vois. J'utilise pas assez. Que j'aimerais bien utiliser plus, mais j'aimerais bien avoir des, ils ont sorti d'autres trucs. Apparemment, il y a des choses. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi GymAware, mais. Non, mais une autre marque, je sais plus comment ça s'appelle. Par contre, je l'ai plus. Oui, j'ai oublié le nom, mais je vois. Parce que pour ce que j'en fais, j'aimerais bien qu'il y ait plus de mes athlètes, mais pas à 13-14 ans. J'aimerais bien que mes athlètes un peu plus avancés l'utilisent plus. J'aimerais bien ça, parce que je trouve que le retour que ça te donne est vraiment motivant, quoi. Donc, ça te donne quoi comme retour? Bah, tu sais, j'aime bien mettre la tablette devant eux. Et puis qu'ils aient le retour de vitesse de la barre direct, tu vois. Le mec, il va à fond, tu fais partir des pins ou quoi que ce soit, et là, boum, il voit marqué 1,20. Tu lui dis, oh, c'est lent, tu fais quoi? Bouge-toi, quoi. 1,20, c'est nul. Et là, il doit se donner à fond. Ils ont un retour, je trouve, assez bien sur aussi, quelle est la différence entre une barre qui allait super vite et une barre qui, juste après, elle allait beaucoup moins vite. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi, qu'elle allait pas? Et souvent, ils vont dire, je suis mal parti, mauvaise tension, j'ai pas respiré. Tu vois, ils vont comprendre même comment garder et faire un meilleur mouvement. Je trouve que c'est pas mal. Comme retour, comme objet pour s'entraîner, c'est génial, je trouve. Pour conclure, si je comprends bien un peu tout ton discours, j'ai l'impression mieux vaut en faire moins que trop. Oh oui. Et dans tous les cas, que ce soit mieux vaut mettre moins lourd que trop lourd, mieux vaut faire plus facile que trop dur, entre guillemets, sur le choix des mouvements, et mieux vaut ne pas avoir peur de développer, peu importe l'âge, en fait, d'abord sa coordination, ensuite l'apprentissage des mouvements, et seulement après, on va dire, de travailler sa force et sa vitesse, si je dois résumer. La vitesse, là, non, je pense, là, tôt. Dès le début. C'est plus, en fait, c'est pas développer la force qui doit être fait plus tard, c'est développer la force dans
tous les types de contractions, qui peut peut-être arriver un petit peu plus tard, 15, 16, 17 ans, quand tu maîtrises déjà tes mouvements. Quand tu dis tous les types de contractions, c'est-à-dire que la force excentrique, force isométrique, force concentrique, et toutes les progressions qu'il y a dedans, force, je sais pas moi, isométrique. Moi, j'aime beaucoup Thibaudot, tu vois. Donc c'est vrai que t'as l'isométrique ultra long, le long, t'as l'isométrique surmontoire. Enfin, t'as plein de choses, mais pareil, encore une fois, tu peux pas faire tout avec n'importe qui. Il faut avoir un certain niveau. Tu vas pas faire du supramax en excentrique avec quelqu'un qui a jamais, tu vois, ça tombe sur, pour moi, ça a beaucoup de sens, mais. Donc oui, j'aurais tendance à développer dans tous les types de contractions peut-être un petit peu plus tard, 15, 16, 17 ans même, ça dépend, encore une fois, ses capacités. Mais quand ils ont intégré les mouvements, quand on a vraiment travaillé là-dessus, en attendant, ça m'empêchera pas d'utiliser des méthodes pour qu'ils prennent plus de force ou qu'ils prennent plus de masse, pour ceux qui veulent prendre de la masse. Utiliser des méthodes, les supersets, les drop sets, utiliser peu importe. Est-ce qu'il y a un ordre de développement des différentes forces entre guillemets? Tu parlais de concentrique, excentrique, isométrique. C'est quoi d'abord les prérequis, à part maîtriser les fondamentaux en termes de mouvement? Est-ce qu'on se concentre d'abord sur développer sa force concentrique avant de développer sa force excentrique pour aller sur de l'isométrique supramax, ou il y a un autre ordre? C'est une bonne question. Quel est ton avis là-dessus? C'est une bonne question parce que si tu as l'opportunité de travailler les trois dans la même semaine, travaille les trois. Par contre, si tu n'as plus qu'une séance dans la semaine, c'est vrai que là, du coup, j'aurais tendance à travailler peut-être un peu l'excentrique au tout début, dans des méthodes excentriques en tout cas, puis progressivement en fait aller vers l'accélération de la barre. Mais d'abord travailler sur des trucs plus lents, voire soit tu ralentis, soit tu donc d'abord du moins traumatisant au plus traumatisant. Ouais, je pense. Donc d'abord de la lenteur avant de mettre de la vitesse et plus lourd. En fait, c'est surtout parce que c'est beaucoup plus facile. Un mouvement qui est ultra lent ou qui est stoppé, tu peux facilement le corriger. Tu peux facilement l'intégrer, l'apprendre. C'est même le but, pourquoi il utilise l'excentrique lent, Thibaudot, etc. Pourquoi les gens utilisent ça, c'est parce que l'apprentissage moteur se fait beaucoup mieux. C'est super dur d'apprendre en allant déjà à toute blinde, à toute vitesse, ou vouloir juste prendre ta barre, soulever à fond. Enfin, c'est plus dur à intégrer. Et c'est plus dur pour toi même de le corriger, pour eux de se ressentir des choses, etc. Donc ouais, je pense que c'est comme ça. Vers du mouvement le plus lent au mouvement qui va t'emmener vers le plus de vitesse et le plus traumatisant, comme t'as dit, quoi. Je pense que c'est ça. J'arrive un peu au bout de mes questions, Alex. Est-ce que toi, t'as des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordés? Moi, je trouve que je me suis beaucoup éparpillé. Je me demanderais. Non, t'inquiète. Non, je pense que. S'il y a des gens qui ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent t'écrire? Alors, ils peuvent m'écrire sur Instagram. C'est Athlétique Performance et Fitness, AP et F. Sinon, ça par mail, ce sera mon mail professionnel, ça va Maulave, MAULAVE motion-lab.ch, pardon. Et puis ça ira, je pense, déjà là. Puis après, quand ils veulent, même LinkedIn, pourquoi pas, Alexandre Maulave, et puis après on discute par message, y a pas de problème. Super. Merci Alex de ton temps, c'était un plaisir. Tu m'as donné pas mal de pistes à creuser et j'espère que ça vous en aura donné aussi pour toujours mieux performer. Merci à toi Rudy, c'était un plaisir. Et puis à la prochaine. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.